Bonjour à tous et bienvenue au sommet Orenda. Vous avez déjà pu découvrir quelques belles personnes lors de ce sommet, lors de ces rencontres. Et aujourd'hui, j'ai vraiment l'immense joie d'accueillir Jean-Claude Catry. Moi aussi, Donc, très content d'être là. ah oui, 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 ton oui m'a vraiment touchée au cœur et je me souviens, notre rencontre, tu étais venu en France pour une tournée, pour présenter un film en particulier et on s'est vu lors d'une projection. On en parlera sans doute plus en détail par la suite, mais que tu sois là pour moi, c'est vraiment important parce que tu viens toucher des valeurs dans lesquelles moi j'ai beaucoup baigné dans les valeurs que toi tu portes, mais j'ai aussi travaillé pour l'éducation nationale en France. Et j'ai aussi quitté tout cet univers. En plus, j'étais remplaçante. Donc, si tu veux, c'était bien parce que j'allais où je voulais et je restais un temps restreint. Donc, j'amenais comme une autre oxygène. Mais voilà, j'ai quand même pas pu rester dans cette formule-là. On parlera de toi d'ailleurs par rapport à tout ça, parce que je me permets de partager un petit peu pour que tu situes un peu plus d'où je viens, pour pouvoir aborder qui tu es également. Et moi, j'ai eu l'honneur aussi de rencontrer Isabelle Pérou et de travailler à l'école de Pierre Rabhi aux Amanats. Donc là, ça m'a amené autre chose, une éducation coopérative où le jardin prend toute sa place, où les échanges avec le bâton de parole philosophique prend toute sa place. Et puis voilà, j'ai cheminé avec toutes ces éducations qu'on appelle alternatives, mais qui pour moi, et je pense, tu vas nous en parler, mais qui est vraiment l'essence même de l'être véritable. Ouais. Donc, dans un premier temps, Jean-Claude, est-ce que tu peux nous dire, nous définir qui tu es, ton je suis? Moi, je suis né en France dans un petit village. Et puis, à l'âge de 7 ans, j'ai perdu ce village parce que tout le monde partait à la ville à cette époque. Mm. Et ce traumatisme a vraiment imprimé ma vie beaucoup. Et dès que je suis devenu un jeune adulte, je suis retourné dans un village. Et, et j'étais poursuivi par cette vision de ramener le village, en fait. Et donc maintenant, en fait, c'est ce que je fais. Partout où je vais, je ramène le village parce que le village, c'est la condition pour que les enfants puissent se développer naturellement, parce qu'on est fait pour vivre en communauté dans la nature. Et donc, c'est ça que j'apporte. Et on a créé une école ici qui existe depuis 17 ans, où les enfants sont complètement immergés dans la nature sauvage et, et en communauté. Et donc, ouais, c'est le film que tu as vu, ça raconte un peu l'histoire de ça, quoi. Ouais, waouh, donc c'est vraiment tout ce que tu as, toi, vécu qui t'a permis aujourd'hui de mettre en place ce que tu appelles le village, ramener le village, la vie du village. Oui, et Mm. en fait, tout notre modèle est basé sur le développement naturel des enfants. Et Mm. en fait, c'est une constante, et c'est aussi inspiré des cultures ancrées dans la nature sauvage, qui Mm. ont de toutes différentes approches de l'éducation que nous on a, parce que eux, ils considèrent qu'on est né déjà avec une fonction à remplir dans le monde, et que c'est la fonction de la culture de faciliter l'émergence de ce don dans la personne. Et donc, c'est tout le contraire de notre approche éducative où on considère que l'enfant est vide et qu'on doit le remplir. Alors que là, c'est au contraire essayer de trouver dans la curiosité de l'enfant quelles sont les attirances que l'enfant a vers le monde et de l'aider justement à trouver ce don qu'il porte, quoi. Et Mm. un processus de guérison, en fait, pour la Terre. Oh oui, merci beaucoup pour ces merveilleuses paroles, Jean-Claude. C'est si bon de t'entendre. J'adore t'entendre parler d'accueillir effectivement le don de la personne et juste au contraire le faire émerger de toute cette richesse qu'il a à l'intérieur et pas le considérer comme quelqu'un de vide, comme tu dis, qu'il faut remplir, 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 de savoir qui est, voilà, est-ce qu'ils sont vraiment liés à ce qu'il est lui à l'intérieur.
Waouh, merci beaucoup. Merci Ouais. beaucoup. Et il y Et a un élément essentiel là-dedans, c'est qu'on a besoin de la nature, justement, d'être en interaction avec la nature sauvage, et ça c'est important, pour pouvoir justement que ça reflète quel est le don qu'on porte, quoi. Et hmm, c'est différent quand c'est dans un contexte domestiqué, parce que ce qui est important dans le développement humain, c'est qu'on doit être confronté à quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, qui a des êtres, les arbres, les buissons, les animaux, des êtres qui ont une volonté propre qu'on ne peut pas contrôler. Et donc, on doit pouvoir se définir qui on est en relation avec ces autres façons de survivre euh, et d'apprendre d'eux. Parce que c'est ça qui nous caractérise comme humains, c'est qu'on a toujours appris, surtout des animaux, emprunter leur capacité de survie pour justement synthétiser. Et donc, un trait fondamental du développement humain, c'est le développement de l'empathie. Et oui, donc, ça nécessite justement cette interaction constante avec les autres êtres pour pouvoir développer cet amour, en fait, de la différence. hmm, Et à travers cette différence, on sait qui on est, quoi. C'est à ouais. travers ces relations qu'on peut définir qui on est. Et donc, c'est pour ça que la nature sauvage est vraiment l'élément essentiel. Et puis, il y a la communauté humaine aussi qui est là pour soutenir tout ce processus. Waouh, c'est merveilleux. Effectivement, ne pas contrôler et être dans cette observation et pas être dans le vouloir faire ou dans le vouloir vivre ou dans le vouloir expérimenter, mais se laisser vivre et se laisser expérimenter par ce qui est déjà en nous, en fait, tout simplement. Ben, C'est c'est ça. ça. Et puis, il y a évidemment, quand on est dans la nature sauvage, il y a une façon d'être, il y a une façon de faire aussi qui est fondamentale à nous en tant qu'espèce. Mm. Que quand on interacte avec ces technologies, par exemple les technologies primitives de faire du feu sans allumette, tout ça, il y a quelque chose qui se passe en nous, qui est réveillé en nous, qui est très Mm. ancien, parce que ça nous a porté pendant des centaines de milliers d'années, au moins. Et, et donc ça réveille une partie de nous qui sinon reste dormante, quoi. C'est ça. Ça me frissonne partout quand tu dis ça. J'ai la joie, j'ai eu la chance aussi de pouvoir retrouver toutes ces essences, de faire un feu, d'essayer, en tout cas pour ma part, de faire sans allumette, parce que c'est pas évident, Non, c'est pas selon en plus la région où on est, si c'est pluvieux, pas pluvieux, qu'est-ce qu'on a comme brindilles, enfin, et du coup c'est vraiment très juste de retrouver notre place, de ne pas être, en fait, de faire partie de cet écosystème et de pas ni être au-dessus ni être en dessous. Non, on en fait partie. C'est comme je dis souvent, c'est pas nous et la nature, nous sommes la nature, en fait. On oui. fait partie de la nature. Et puis c'est ce qui remonte vraiment à la surface quand on fait quand on pratique ces technologies primitives, c'est que ça réveille la gratitude, quoi. Parce Mmh, qu'on sent notre vulnérabilité et qu'il y a une certaine conduite qu'on doit avoir pour pouvoir être soutenu par la nature. Et si on aborde la nature en tant que quelque chose qu'il faut conquérir, c'est des troubles. tout à fait. Beh, c'est pour ça qu'on en est là, je pense, dans nos sociétés et sur notre planète Terre. Je pense qu'il y a des remue-ménages qui remettent peut-être des choses en place. Et en tout cas, avec le sommet Médecine Orenda, c'est aussi ça qu'on vient questionner, qu'on vient apporter aux auditeurs. Euh, c'est euh, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, à l'ouverture du sommet, on a rencontré Taline, qui est une leaduse d'Amazonie et qui est là pour remettre effectivement l'humain dans le sacré de la globalité du vivant. Mhm. Et c'est essentiel, en tout cas pour la médecine Orenda et pour tous les experts comme toi qui viennent témoigner, c'est vraiment essentiel de voilà, reprendre cette place et écouter les indigènes, les traditions, écouter en fait ce message qu'on ne leur a même pas laissé la place d'exprimer et qui pourtant
sont la base essentielle de la survie de l'humain et de l'animal et du minéral et du végétal, de tout ce qui nous compose d'ailleurs. Mhm. Et, bon, je sais un peu où tu es, mais nos auditeurs, je crois qu'ils ne savent pas. Quand tu dis ici, on a créé une école, c'est Oui. où ici? Ben, on est en Colombie-Britannique, dans la côte ouest du Canada, dans une petite île qui s'appelle Salt Spring et qui est à peu près 10 000 habitants et ça fait à peu près 40 km de long. Et on est entre l'île de Vancouver et puis la terre principale, quoi. Et c'est tout un groupe d'îles où on est ici. Donc, c'est des eaux très paisibles. C'est magnifique. Il y a beaucoup de vie dans la mer. Il y a les orques, il y a les phoques, les lions de mer, il y a les loutres. Et, et là, au niveau de l'écologie sur la Terre, c'est un peu moins parce qu'évidemment, c'est une île. Donc, c'est réduit en espèces. Mais quand même, il y a le cougar qui vit ici. Il y a les ours qui viennent nous visiter, mais généralement, ils n'ont pas trop la chance de pouvoir y rester. Et puis, il y a beaucoup de chevreuils et de ratons laveurs. D'accord. Et, ouais. Donc, pour donner une idée un peu du paysage, c'est dominé par l'arbre Douglas, qui est en fait exploité. J'ai vu ça en France, qu'il est exploité comme. Donc, les Français doivent détester le Douglas, mais ici, c'est dans leur milieu naturel et c'est des arbres magnifiques qui vivent très, très vieux et très hauts et très grands. Euh, Là, je Oui, suis entouré de Douglas autour de moi. Là. il y a une odeur particulière avec le Douglas, ouais. Ouais. Oui, c'est vrai qu'en France, on l'utilise beaucoup effectivement parce que il y a peut-être comme une mode qui est revenue aussi de construire des chalets en bois et donc le Douglas permet de bien garder, enfin, d'être un bois d'extérieur en fait. Ouais, c'est un bon bois, ouais, c'est sûr. Mm. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, ça, c'est aussi un grand débat. Et encore une fois, tu fais vraiment la passerelle avec l'ouverture du sommet où on a accueilli donc le directeur d'une association qui s'appelle Jiboana et qui est en lien avec les leaders d'Amazonie et qui accompagne chaque tribu pour replanter des arbres là-bas et pour creuser des puits pour avoir accès à l'eau, Mhm. pour être aussi en autonomie. Et donc, il y a vraiment tout un panel riche à explorer aussi au niveau de nos forêts. Et que nos forêts, en fait, respirent aussi les unes entre les autres, qu'il y a voilà, des ponts énergétiques, je dirais, de vie, en fait, qui circulent sur notre planète. Mm. Ouais. D'ailleurs, c'est l'origine de ma motivation pour ce que je fais, c'est que quand je suis arrivé ici au Canada, d'abord, en venant de France, et je vivais dans les Pyrénées, qui est considérée la région peut-être la plus sauvage de la France, euh, le contraste avec la capacité de fertilité de la terre quand elle a été, parce que j'ai vu des forêts qui n'ont jamais été touchées d'une façon violente, qui ont été qui avaient été pris soin par les indigènes du coin pendant des milliers d'années, mais ils n'avaient jamais été coupés d'une façon comme ils sont en train de faire maintenant, et de voir la capacité de fertilité qui existe de la nature, qu'on a perdu de vue en Europe parce que ça fait tellement longtemps qu'on a dépéri les sols, que les sols ne produisent pas ces arbres. On a des arbres ici qui sont aussi gros que des maisons. Euh, Évidemment, dans les dernières décennies, ils ont été massacrés énormément. Et donc, moi, je plantais des arbres beaucoup. Et puis, à un moment, je me suis rendu compte, je ne peux pas planter autant d'arbres parce qu'ils détruisent beaucoup plus d'arbres plus rapidement que moi, beaucoup plus efficacement. Et c'est pour ça que je suis venu à la source. C'est quoi la source du problème? C'est que les humains, ils ont perdu la connexion avec la nature, ils ont perdu l'amour pour la nature, et donc, ça ne leur fait rien quand un arbre est coupé. Alors que moi, ça me faisait quelque chose parce que j'étais connecté. Et donc, c'est là l'idée de départ de favoriser l'éducation des enfants pour qu'ils arrivent à un niveau d'empathie qui est naturel pour nous en tant qu'espèce pour survivre dans la nature et dont on a besoin et qu'on a perdu, quoi. Parce qu'on le perd de plus en plus. Et là, on arrive à un état critique parce que
notre développement, il est plus basé par rapport à la nature, il est plus basé, et même par rapport à la ferme, il est basé sur la machine. Et donc, les schémas mentaux qu'on crée sont basés sur la machine, et donc on pense comme des machines. Et c'est là que ça devient très problématique parce que la perte d'empathie est en relation directe avec ça, quoi. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Jean-Claude. Ça fait quelque temps, là, quand j'ai des anniversaires à fêter et que j'ai la possibilité d'offrir des arbres, moi, j'offre des arbres. Donc, ça résonne vraiment parce que c'est pareil, quand un voisin coupe un arbre, je me dis, mais il ne se rend pas compte, ça peut faire 20 ans, en fait, que cet arbre, il est en train de grandir, d'apporter quelque chose. C'est pas rien, c'est pas juste du bois, c'est pas... Et waouh, merci pour... Ici, je suis en train de couper des arbres qui ont plus de 2000 ans, mm. des arbres qui ont vécu et qui sont passés à travers tellement de choses et qu'en un clin d'œil, ils sont abattus, quoi. Donc, c'est pour ça que travailler avec les technologies primitives est important parce qu'on se rend compte de vraiment qu'est-ce que ça demande en tant Mm. qu'énergie humaine pour arriver à soutenir nos besoins. Tout à fait. Et, donc, on voit la différence avec l'exploitation de la nature par la machine. Qui est... Mm, mm. Tout comme le jardin. Quand on va cultiver un jardin, qu'on vient, que ce soit des fraises, que ce soit des pommes, quand on voit l'évolution, on ne va pas dévorer comme ça. Enfin, en tout cas, il y a un respect qui s'installe quand on plante notre graine, quand on voit que des fois ça pousse, des fois ça pousse pas. Ça crée une relation au vivant, en fait. Ça, ouais, Vraiment. ouais. Ouais. Donc, Mm. notre modèle est basé sur la connexion. Donc, en fait, dans le monde moderne, on ne connaît que deux choses. On connaît soit l'éducation. Donc, l'éducation à la nature, il y a beaucoup de moyens financiers par rapport à ça qui existent. Il y a un support, même si ce n'est pas autant que d'autres choses. Il y a la récréation, parce que l'éducation, en fait, c'est pour pouvoir mieux exploiter la terre comme ressource. Et puis, il y a la récréation, parce qu'on se rend compte qu'on peut travailler qu'à un certain moment et puis après, on perd nos capacités, donc on a besoin de recréer. Donc, on utilise la nature comme récréation. Donc, ça, c'est aussi populaire, c'est aussi beaucoup d'argent qui est derrière ce phénomène d'intérêt pour la nature. Mais nous, ce qu'on fait, c'est autre chose, et qui inclut l'éducation, qui inclut la récréation, mais qui est essentiel, c'est la connexion. Et en plus, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on amène un quatrième niveau de ça, c'est la facilitation culturelle de la connexion. Parce qu'en fait, la fonction d'une culture, c'est de faciliter la connexion à soi, aux autres, humains, et à la nature. Et ça, c'est les trois piliers sur lesquels on travaille. Et donc, on crée toute une culture, et cette culture, elle est basée sur justement d'abord, c'est basé sur le travail qu'a fait John Young, qui a créé le modèle qu'on utilise, à cause de son propre expérience d'être mentoré par un homme qui s'appelle Tom Brown, qui est connu dans le milieu de la survie, qui lui a été mentoré par un vieil Apache, qui lui a survécu la colonisation en se cachant justement des Blancs. Il a vécu 63 ans à travers tout le continent américain, depuis la Tierra del Fuego jusqu'aux Inuits, de l'Est en l'Ouest. Et pendant 63 ans, il a vécu en évitant tous les villes, quoi, les villages, etc., dans la nature. Et il a pris sous son mentorat Tom Brown. Et donc, il lui a fait passer plein de choses. Et Tom Brown, quand il avait 21 ans, il a pris John Young sous son mentorat, qui était son voisin. Et John Young, lui, à travers son expérience d'avoir été mentoré dans une vieille tradition scout en plus, il avait deux parties. Lui, il vivait dans le monde moderne puisque c'était dans le New Jersey. Et donc, il devait résoudre ça à l'intérieur de lui. Ça lui a mené à cette vision, à rechercher des aînés parmi des peuples indigènes d'Amérique du Nord, mais aussi d'Afrique,
qui ont apporté des éléments de culture et sa recherche était basée justement à trouver les points communs à toutes les cultures. Il fallait que, s'il prenait un trait culturel, il fallait qu'il soit présent au moins dans 3 continents pour qu'il puisse être introduit dans le modèle. Et donc, il a réussi à développer ce modèle qui comprend 512 éléments culturels et c'est basé sur les 8 directions, les 8 stades de vie, stages de vie et les 8, on appelle ça des filaments de la corde de connexion. Et donc, ça, à l'intersection de ces 8 par 8 par 8, ça fait 512 éléments culturels qu'il a répertoriés, qu'il a vus au moins présents dans 3 continents. Et il a appris beaucoup dernièrement, depuis les 20 dernières années, des Bushmen du Kalahari, parce qu'ils sont à l'origine de, c'est la tradition la plus ancienne de comment vivre dans la nature. Et donc, il est aidé par des aînés de Bushman pour retoffer cette carte. Et c'est cette carte qu'on utilise, en fait, qui s'appelle le Heat Shields. Waouh, c'est fascinant, c'est merveilleux et j'encourage vraiment les auditeurs et les auditrices à aller plonger dans votre univers et dans tout cet univers des 512 guidances peut-être même, enfin ou en tout cas ces filaments de connexion puisque c'est magique quoi, c'est vraiment l'essence de qui on est en fait. Et, Mais c'est ça, ouais. C'est-à-dire que non seulement on a besoin de la nature, mais on a besoin aussi de la culture, et de la culture qui est connectée à la nature. La culture exactement. qui émane de la nature, parce qu'évidemment, chaque écosystème différent va donner une nouvelle culture. Et donc, la culture doit être ancrée dans la connexion à la nature. Hmm, tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, en fait, quand, encore une fois pour les auditeurs auditrices, quand tu parles de mentorat et quand on sait que ton école s'appelle Wolf Kids Mentor, est-ce que tu veux bien nous en parler? Ça veut dire quoi, Wolf Kids Mentor? Ben, ça, c'est un des programmes de notre école. Notre école, en fait, elle s'appelle Wisdom of the Earth, la sagesse de la Terre, en fait. Et à l'intérieur de ça, on a un des programmes qui est le programme avec lequel on a commencé, qui est le programme des enfants de 8 ans à 14 ans et qui s'appelle Wolf Kid. Et le wolf, ça veut dire loup. Et ça vient d'une histoire qu'on a reçue d'un des petits-fils d'un des pionniers de l'île, le petit-fils du pionnier de l'île qui était marié à une indigène. Parce que c'est comme ça qu'ils ont réussi à avoir accès à la terre. Ils sont venus en tant qu'hommes tout seuls et puis ils se sont mariés avec des femmes indigènes pour pouvoir, parce que la terre, enfin, l'accès à la terre était transmis à travers les femmes dans la culture Cowichan d'ici. Et donc, cette histoire vient de sa grand-mère et qui raconte justement une autre façon de se lier au loup. Et qui est une histoire magnifique à entendre. On n'a certainement pas le temps de la raconter, mais quand on a entendu Un cette petit peu. histoire, ah oui, l'histoire, c'est que le chef Tsualem de la tribu Cowichan est venu pour se réunir avec une délégation de la tribu Saanich. Et donc, Salt Spring est entre les deux, c'est une île entre les deux. Donc, ils sont venus en canot de chaque côté, ils sont réunis à cette plage. Mais pour aller à cette plage, ils devaient traverser une vallée. Et dans cette vallée, il était avec 3 petites filles. Et il a dit, petite fille, est-ce que vous voulez voir les bébés loups? Parce que je sais où sont les bébés loups. Les petites filles, elles se sont dit, ben oui, on veut voir les bébés loups. Ils sont allés et quand ils sont arrivés, il n'y avait pas de parents loups, mais il y avait les bébés loups. Il y avait 3 bébés loups, ils étaient 3 petites filles. Donc chacun a pris le bébé loup, ils jouaient avec et tout ça. Et puis au bout d'un moment, les filles ont dit, ben, est-ce qu'on peut les emmener avec nous? Et le grand-père, il dit, non, non, on n'amène pas les loups avec nous, on les laisse là. Les petites filles, évidemment, elles insistent, et le grand-père, lui, étant un grand-père, et OK, on les emmène avec nous, mais on les ramènera après. Et donc, ils les ont emmenés jusqu'à la plage, et puis tous les enfants étaient là à jouer avec les loups sur la plage, pendant que les parents étaient en train de préparer la fête. Et puis, ils ont entendu les parents loups qui ont hurlé au Ah milieu de la oui. vallée. Et puis, ça s'est rapproché, puis le hurlement est monté en haut de la colline, au-dessus de cette plage. Et puis après, ils n'ont plus rien entendu, mais à un moment, il y a un chevreuil qui est arrivé à toute vitesse parmi les gens et il est allé dans la mer, suivi par les loups qui l'ont poussé dans la mer. Et donc, les loups ont offert le chevreuil aux gens pour pouvoir avoir leur bébé en échange. Et donc, les gens ont Waouh. compris, ils ont tué le chevreuil et puis ils ont donné les bébés loups aux loups et les loups sont partis avec leurs bébés.
Donc, c'est quand on a entendu cette histoire, là, que c'est une relation au loup qui est complètement différente de ce qui vient d'Europe, où le loup, c'était vraiment l'ennemi premier du troupeau. Et d'ailleurs, dès que les pionniers sont arrivés, ils ont massacré tous les loups qui vivaient ici. Et, et donc, la vision qui est née de ça, c'est qu'on voulait élever des enfants qui développent un niveau d'empathie envers le monde naturel qui fait qu'ils veulent que le loup soit là pour remplir la fonction du loup. Et d'ailleurs, maintenant, on est dans un désastre écologique premier dans cette île, c'est qu'il y a une surpopulation de chevreuils, enfin, c'est des cerfs en fait, des petits cerfs, et, parce qu'ils sont plus, il y a des cougars, mais il n'y en a pas suffisamment. Et donc, ils sont en train de tout détruire, toute l'écologie, parce qu'ils mangent tout, quoi. Et donc, les oiseaux, les insectes, tout ça, ça tombe. Et donc, la vision de ramener le loup est essentielle, quoi, pour pouvoir ramener la balance dans l'écologie, quoi. Oui, oui, Donc, oui. Je fais d'où peut-être la... une petite Ouais, parenthèse, mais je sais que tu viens aussi dans la Drôme en France et à oui, d'autres endroits. Et en France aussi, on a ces problèmes-là où l'équilibre de l'écosystème, et je pense que c'est dans le monde entier, hein, on a vraiment des problèmes d'écosystème. Parce qu'il n'y a plus d'équilibre en fait. Moi, je vis euh, souvent en Dordogne, et en Dordogne, c'est pareil, il y a beaucoup de chevreuils, il y a beaucoup de cerfs, mais du coup, bah, il n'y a plus d'équilibre, comme tu viens de le dire. ouais. Et c'est assez marrant parce que c'est synchronistique. Depuis qu'on a commencé ce travail de former des éducateurs au mentorat culturel en France, le loup commence à se répandre partout. Et j'ai appris récemment qu'il a été vu en Bretagne récemment. Et en Bretagne, c'est là d'où je viens, moi. Donc, il y a plein de choses qui se passent derrière la scène c'est super intéressant parce que, évidemment, plus on pourra développer des enfants en connexion avec la nature et plus ça fera du sens que le loup soit là. Pour l'instant, dans la conscience française du Moyen, le loup, c'est encore le loup-garou, quoi. Ah ben oui, mais c'est comme le lion, la girafe en Afrique, les zèbres, les antilopes, ils sont également parqués en fait. Et finalement, on est tous parqués. Nos enfants sont parqués à l'école, dans les crèches. Nous, on est parqués dans nos emplois ou voilà. Donc c'est ça, c'est retrouver cette liberté, cette ouverture et cette responsabilité d'être humain à notre place et d'accueillir en fait bah, les autres animaux humain. Oui. D'ailleurs, à ce niveau-là, on apprend des Bushmen du Kalahari, parce que le groupe que John va visiter, eux, ils tiennent à garder leur tradition. Et eux, ils vivent au milieu des lions, mais ils n'ont pas de clôture, ils n'ont pas de maison, ils n'ont pas d'armes pour pouvoir se défendre contre les lions, parce que traditionnellement, ils ont un arc qui est grand comme ça, qui envoie des flèches empoisonnées, que ça demande 2 jours pour que l'animal meure. Donc, contre les lions, c'est complètement inefficace. Et ils vivent parmi eux, ils élèvent des enfants parmi eux, il n'y a aucun problème. Mais eux, ils nous disent, eux, ils font un pacte avec le lion. Au trou d'eau, le lion, il y va la nuit, et nous, on y va le jour, et on se répète, on se répète. Et des fois, quand il y a des lions adolescents qui, évidemment, essayent de pousser les frontières, ils vont essayer de s'approcher et imagine deux hommes Bushman qui sont assez petits, hein, ils ne sont pas bien grands, avec juste leur petit arc et puis une petite lance qui n'est pas très grande. Et puis ils sont là. Et puis si le lion charge vers eux pour essayer, eux, ils chargent de Oui, retour. 2 contre 7 lions, ils y vont. Et le lion, oh, oh, il est rappelé du pacte et donc il se respecte, quoi. c'est ça. C'est magnifique ce que tu racontes et ça me fait un clin d'œil à une histoire que j'ai lue il y a très longtemps d'Alexandre et Sonia Poussin qui traversent l'Afrique à pied. Et donc, c'est des journalistes, écrivains qui traversent plein de contrées magnifiques. Et il évoque ce passage aussi où ils traversent un endroit où il y a des lions. Et le guide leur dit, si les lions arrivent, on fonce sur eux. Parce que le lion n'est pas habitué et qu'effectivement, il y a des histoires de pacte, en fait. Et que c'est fascinant de lire ce passage où tu sens qu'il y a les émotions, mais comment c'est possible de courir vers un lion? Mais oui, il n'a pas l'habitude d'être attaqué, le lion. Donc,
Il y a vraiment quelque chose qui se passe, quoi. Ouais, c'est sûr qu'il y a une vieille tradition qui était tellement vieille de cohabitation entre le lion et les humains que, ouais, il y a un pacte ancestral qui a été créé et Mhm. de respect mutuel. C'est Et ça. d'ailleurs, qui a été changé dès que pour les tribus qui sont devenues pastorales nomades et qu'eux, ils sont devenus avec une violence envers le lion qui n'existait Mhm. pas chez les chasseurs-cueilleurs. Parce Mhm. qu'en fait, c'est comme ici, les natifs d'ici collaboraient avec le loup. Parce Tout qu'en à fait. fait, ils mangent la même chose et ils s'aidaient mutuellement. Et puis vivre dans le même endroit, en Ouais, fait. totalement, C'est oui. cohabiter ensemble, finalement. Ici, on a des loups, ils ne sont pas dans notre île, mais ils sont dans l'île de Vancouver et ils sont tout proches. Et il y a un loup d'ailleurs qui a traversé la ville de Victoria, qui est la capitale de la Colombie-Britannique. Il a Mhm. traversé, c'est à la fin de l'île, c'est une péninsule, et il est passé à travers la ville carrément, et il est allé s'installer dans une petite île qui est tout proche et on voit vraiment, c'est peut-être 500 mètres de la ville, dans cette île, et il s'est adapté à manger des bébés phoques. Ah ouais. Et donc, il a vécu 7 ans là. Et il y a eu tout un film qui a été fait sur ce loup. Et Mhm. récemment, et puis il l'appelait parce qu'il cherchait à se mettre en couple avec un autre loup. Oui, oui. Et pendant 7 ans, il a attendu, puis c'est jamais venu, et puis il est parti, et il a été vu dans la ville. Et donc, ils l'ont attrapé et ils l'ont déporté dans un endroit Ok. sauvage. Et là, il a Oui. été tué par un chasseur. Ah. Il y a tout un film là-dessus. Ça vaut le coup de voir ce film. La Ah femme bah ouais. qui a fait ce film, elle a passé des milliers d'heures à le filmer. Ah ouais. Il Ouais, 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 je le regardais. loup, lui, il s'est adapté à cette île. Il a appris des oystercatchers, qui est un oiseau. Ça s'appelle les huîtriers, je crois, en France, qui mangent Mhm. les coquillages. Il a un Ok. grand bec. Il a appris comment exploiter la plage des oiseaux. Waouh. Là, encore une fois, on revient sur l'observation. C'est ça. Ouais. Toutes les espèces, elles s'observent mutuellement et elles se respectent mutuellement parce qu'elles ont toutes besoin les unes des autres, en fait. Et la Exact. relation prédateur à proie est très intéressante d'ailleurs. Elle n'est pas du tout comme on la pense. Exact. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais, ouais, ouais. Prenez le temps d'observer pour les auditeurs, auditrices, et prenez le temps aussi de communiquer avec la nature, avec les animaux, végétaux, minéraux. Et c'est très simple, hein, mais une petite expérience que moi j'ai faite, c'était avec le moustique. Ah ouais, J'ai communiqué avec le moustique il y a quelques années et ça s'est plutôt bien passé. J'ai plutôt pas trop de soucis de piqûres. Donc, tu sais, c'est comme s'il y avait un pacte. Ok, mais attends, si tu me piques, moi, je peux faire ça très vite, hein. Donc, et voilà. Et depuis que j'ai fait ce pacte, je ne suis pas piquée. Et ça fait quelques années déjà. Donc, ouais. Ça, c'est un des éléments culturels, c'est justement qu'à chaque fois qu'on a besoin de quelque chose de la nature, on doit donner quelque chose en échange. Ça, c'est un trait culturel qui est partout dans les gens qui vivent dans la nature sauvage. ouais, On- il y a ce cycle non de seulement don. de respect, mais aussi de contribution de l'un à Tout à l'autre. fait. Tout à fait. Tout à fait. Comme là, je pense, moi, par exemple, dans mon quotidien, ma contribution, c'est aussi de remettre le compost à la terre, par exemple. C'est Tout ça, ça, oui. c'est des cycles de vie. Ouais. Et ça fait tellement du bien, même en tant que femme, ça je le dis pour les auditrices femmes, mais le premier jour des lunes, on peut reverser le sang dans les plantes ou à la terre. Rien que cette expérience-là, Mhm. il se passe plein de choses derrière, avec des intentions, bien sûr, avec cette intention rituelle du sacré dans tous les gestes que l'on peut faire. Et là, ça ramène vraiment du sens au vivant. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est comme ça. Totalement. Parce que quand il y a la gratitude qui est là, qui est, qui est absolument nécessaire parce que tout dans la nature a besoin d'être apprécié. C'est ça. Et quand les choses ne sont pas appréciées, elles dépérissent. C'est C'est ça. vrai pour les humains, c'est vrai pour les animaux, c'est vrai pour les plantes, c'est tout le monde. Et d'ailleurs, c'est ça le problème de la crise en ce moment, c'est que par exemple, il y a
une ethnologue ici qui a étudié beaucoup parmi les indigènes aînés ici pour savoir qu'est-ce qu'ils faisaient pour prendre soin des écosystèmes. Et a demandé à un aîné mais pourquoi c'est une herbe avec laquelle il faisait les paniers, pourquoi elle est plus abondante parce qu'elle a calculé combien il fallait pour faire toutes les choses dont ils avaient besoin, toutes les plantes, et elles ne sont plus là. Et donc, elle lui a demandé, elle dit, c'est parce que personne ne leur dit merci. Et c'est pour ça qu'elle dépérit. Et c'est la même réponse ce sera par rapport au saumon qui dépérit. Ils avaient toute une façon de faire pour remercier le saumon, pour se donner à eux, et qui faisait que le saumon était super abondant. Il est dit ici que les premiers blancs qui sont arrivés ici, les saumons étaient tellement nombreux quand ils remontaient les rivières qu'on pouvait marcher sur leur dos et traverser la rivière. C'est une image, mais c'est vrai. Les saumons arrivaient par milliers, remonter les rivières, et maintenant, il n'y en a presque plus. D'ailleurs, je dirais cette chose par ça. Les Européens sont responsables de ça. Si vous allez dans vos supermarchés, vous pouvez voir, c'est que des saumons de ferme. Et les saumons de ferme sont en train de tuer les saumons sauvages ici, parce qu'ils leur apportent plein de maladies. Oh oui, il y a vraiment un déséquilibre dans l'écosystème. Ça, on est clairement d'accord là-dessus tous les deux et je te rejoins vraiment. Et d'ailleurs, ça m'amène à te poser la question par rapport au mentorat que tu proposes. Il me semble que tu proposes aux enfants, mais pas seulement. Non, ouais, en fait, maintenant, je suis plus focus sur les adultes, quoi, pour décupler le nombre de mentors, parce qu'on est dans une crise dans le mouvement de la connexion à la nature, c'est qu'on n'a pas assez de mentors, parce que ça demande du temps de former un mentor. Et on a fait le pari d'essayer de faire ça à la fois en présence et beaucoup en ligne avec les Français. Et ça fonctionne parce que depuis qu'on a commencé le travail, il y a pas mal d'écoles et de projets qui sont en train de se lancer et de commencer à travailler. Donc, travailler avec les adultes, c'est devenu essentiel maintenant parce que c'est comme quand je plantais les arbres, je me rendais compte que ça ne sert à rien de planter les arbres si les autres les détruisent. Et ça ne sert à rien de travailler avec les enfants si on n'amène pas les adultes à comprendre. Oui. Parce que avec les Wolf Kids, ils ont une expérience extraordinaire. Ils sont connectés à la nature d'une façon qui n'est pas du tout commune du tout. Et quand ils arrivent en adolescence, on n'a pas encore la capacité de les soutenir pendant l'adolescence parce qu'on n'a pas assez de nombre. Parce que les adolescents, ils ont besoin de savoir quelle est leur place dans la communauté. Et donc, ils sont attirés à aller dans le monde moderne pour pouvoir trouver cette place dans la communauté parce qu'on n'a pas assez d'adolescents. Donc, on a un programme pour les adolescents, mais il est petit. Donc, il n'y a que les plus mordus qui y restent. Et donc, ouais, il faut que toute la culture autour soit prête. Et donc, je crois que maintenant, il faut travailler avec les adultes quoi, ça va faire toucher beaucoup plus d'enfants que si je travaille avec les enfants. Encore une fois, je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que tout à l'heure, au début, quand je parlais de l'éducation, en tout cas comment moi j'amenais mon approche dans l'éducation classique, je me suis aussi rendu compte que les adultes, c'était important de les accompagner également, parce que dans des écoles alternatives, les enfants donc étaient pleins de liberté par rapport à leur je suis, sauf que les parents n'étaient pas prêts. Les parents avaient envie, puisqu'ils mettaient leurs enfants dans ces lieux. Sauf que les parents n'avaient pas vécu le même chemin. Et donc, il y avait comme une incompréhension et étaient même perdus parfois. Et donc, de cette incompréhension, on pouvait juger l'enseignement à l'enfant différent, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et du coup, ça crée des non-passerelles entre eux, des manques de communication. Ouais. Et du coup, c'est important, comme tu le dis, d'accompagner et les enfants et les adultes pour qu'ensemble, en fait, il y ait une cohésion, une compréhension et un accompagnement global. Ouais, c'est d'autant plus vrai dans notre façon de faire parce qu'un des éléments essentiels, il y a 2 routines qui sont essentielles dans ce qu'on pratique. On a 14 routines qu'on pratique tout le temps, mais il y en a 2 qui sont essentielles. Et une c'est d'avoir des expériences dans la nature. Et la deuxième, qui est le corollaire de ça, c'est de raconter l'histoire. Et donc, nous, on a des enfants qui ont plein d'expériences avec les Wolf Kids, ils ont plein d'expériences extraordinaires,
Et quand elles arrivent à la maison, les parents, ils ne peuvent pas connecter parce qu'ils ont pas ces expériences. Donc, ils ne sont pas là avec leur pleine curiosité, ils ne reçoivent pas les histoires d'une façon dont ils ont besoin. Et justement, le besoin de partager son histoire est tellement énorme par rapport à la capacité qu'on a dans notre société d'attraper les histoires des autres que ça crée un problème énorme. D'ailleurs, en fait, c'est la source de tout le showbiz et tout le monde veut partager son histoire. Mais en fait, ce qu'on a besoin, c'est de partager notre histoire quotidienne tout le temps. Parce que c'est un élément essentiel de survie dans la nature, c'est que tout le monde va dans la nature avec l'intention de ramener l'information au groupe, parce que c'est super important qu'il soit super présent à ce qui est, quel oiseau fait ci, qu'est-ce qui se passe dans la nature, et tout doit être apporté. Et le soir, on se réunit autour du feu et on raconte l'histoire. Et c'est là que tout le monde grandit de l'information qui est apportée, de la connexion qui est créée par les individus. Et c'est comme ça que la tribu devient forte. Parce que si on compare avec le système socio-économique et politique dans lequel on est, c'est complètement différent. C'est que chez les Bushman, par exemple, tout le monde est important, du plus petit enfant au plus vieux. Chacun a une façon de percevoir le monde qui est une source importante d'information, donc il faut préserver ça. Exactement, ça me fait penser à une histoire que je raconte souvent dans mes accompagnements, celle de l'éléphant. Tu sais, s'il y en a un qui est au niveau de la trompe, un au niveau de l'oreille, un au niveau de la patte, un au niveau de la queue, ils sont tous là à défendre. Mais non, un éléphant, c'est pas comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et en fait, ils ont tous raison, ils parlent tous du même animal, juste, ils n'ont pas le même point de vue. Et dans une culture traditionnelle, chacun serait là, écouter, ah ouais, c'est comme ça que tu vois, mais c'est super. Et c'est ça. Et c'est magnifique parce que là, du coup, tout prend sa place réelle. Et moi, ça m'envoie des images du film que vous avez présenté. Peut-être ça peut être le moment d'en parler, où on voit ces enfants qui sont donc dans la nature et qui se regroupent pour évoquer justement qu'est-ce qu'ils ont vécu et comment ils voient du coup le monde depuis leurs yeux, depuis leur unicité à l'intérieur, parce qu'on est tous différents. Et, euh, et du coup, voilà, avec Cécile Falabert, oui. c'est ça, vous avez donc réalisé ce film que j'ai vu avec joie qui s'appelle L'autre connexion. Oui, et Voilà. qu'on peut trouver sur Vimeo, je crois. Ouais. En deux versions, d'ailleurs, en français et en anglais. Elles sont dans les deux. Et, ouais. Et puis, par contre, si on veut le projeter chez soi, comment ça se passe pour nos auditeurs? Il faut demander la troisième option. Troisième option, c'est la société que Cécile a créée pour justement faciliter notre travail en France. Et donc, elle met à disposition son film pour être vu dans des petits groupes, ouais, pour que ça puisse se diffuser. Voilà, donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'en tant qu'individu chez soi, c'est pas possible de télécharger ou d'avoir ce film. C'est des états de conférence, c'est-à-dire on se regroupe et on regarde ensemble pour que derrière, justement, il y ait cette même énergie que tu proposes, c'est-à-dire ces énergies de débat, de rencontre, de comment tu as vu, comment tu as ressenti depuis ton point de vue à toi. C'est ça, et d'ailleurs, c'est extraordinaire le travail qu'a fait Cécile par rapport à ça. C'est quand elle a fait la tournée du film, elle est arrivée dans les cinémas à faire chanter les gens ensemble, à leur faire dire leur gratitude et tout ça. Donc, elle a utilisé les éléments culturels qu'elle a vécu ici et elle les a amenés dans les cinémas et ça a fonctionné parce que les gens, ils ont vraiment apprécié l'expérience. Ah bah oui, bah moi-même, hein, je vous ai rencontrés tous les deux, c'était vraiment assez magique et ça me donne envie en fait de proposer encore ce film. Parce que évidemment, on a envie que ça tourne et je pense que je vais, voilà, je vais m'organiser pour trouver une façon de faire. J'appellerai Cécile. Oui, ben oui, il faut voir avec elle, parce que c'est super inspirant. Et son histoire personnelle est inspirante, parce qu'elle a été Exactement. emmenée par sa vision, en fait, d'arriver jusqu'ici. Il y a plein de synchronicités qui l'ont amenée jusqu'ici, et ce qu'elle a vécu a vraiment transformé sa vie. Et, ouais. Ouais, et c'est ça qui est intéressant dans ce que tu dis aussi, c'est comme Cécile, comme toi, en fait, ton écoute par rapport aux arbres, ton envie, ton besoin, tes valeurs. J'invite les auditeurs, les auditrices aussi à se laisser porter par ce qui
ce qui les sous-tend par rapport à leurs valeurs. Ne pas dire, bon, bah, il se passe ça, je fais ça. Arrêtons d'être rigide par rapport à quelque chose et laissons le flow, le fluide opérer, en fait. La vie, finalement, s'incarner en nous. Ouais, d'ailleurs, ce qui m'a le plus touché quand j'ai fait la tournée du film, on n'a fait que 5 ou 6 places. Et c'est des personnes âgées qui venaient vers moi en pleurant, qui se Wow. rappelaient une mémoire de comment c'était pour eux, enfants, où ils avaient le droit d'explorer librement la nature. Et donc, ils pouvaient jouer leurs instincts à fond. Et ils ont passé toute leur vie à oublier ça, à, à faire autre chose que la société leur a demandé. Et puis maintenant, ils voient ce film et ils se rappellent. Parce que c'est en fait, ça réveille cet instinct qu'on a en nous qui nous pousse vers le développement, vers notre don. Et notre système socio-économique et tout ça ne veut pas qu'on trouve notre don. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut exploiter les gens quand ils sont pas dans le... Et donc, il y a tout qui est fait pour supprimer ça. Et donc, nous, on internalise cette suppression de cette émergence. C'est pour ça qu'on a besoin de la communauté, on a besoin de la culture pour faire ça. Parce qu'en fait, ce don, il est lié à nos blessures. Parce que ça se passe comme ça. On est né avec certaines sensibilités par rapport à certains aspects de la nature ou du monde en général. Et c'est ce qui nous vient de nos ancêtres. Et donc, à cause de ces sensibilités, on va vivre des expériences qui vont nous blesser juste là. Et donc, on va vivre certaines expériences qui vont vraiment nous blesser. Et c'est avec le support de la culture qu'on peut arriver à une transformation de ces blessures en dons. Parce que justement, derrière ces blessures, c'est cette sensibilité. Et cette sensibilité, c'est notre don, c'est la chose qu'on est venu réparer dans le monde, quoi. C'est ce que n'ont pas pu réparer nos ancêtres, ça nous a été passé. Et c'est à nous maintenant de le faire. Et ça, c'est un choix. On est appelés tous à suivre ça, mais si on n'écoute pas, on peut s'adapter au monde humain et puis l'oublier. On va pas vivre vraiment, on va pas être vraiment vivant. Parce que quand on est dans son don, c'est là qu'on devient pleinement vivant. Il y a de la passion, il y a une énergie énorme parce qu'il y a toute la nature derrière qui nous pousse justement à faire ce qu'on a à faire. Et donc pour moi, j'ai vraiment ressenti ça. Et c'est là qu'il y a les synchronicités qui arrivent. Quand on est vraiment dans sa vision, les choses s'alignent. Et il y a le support qui est là. Donc, par exemple, les 3 dernières années, on a réussi à aller en France malgré toutes les restrictions qu'on vit au Canada. Et encore une fois, cette année, ils ont levé le mandat qui nous empêchait d'y aller. Et à chaque fois, les 3 dernières années, c'est extraordinaire parce qu'ils ont ouvert juste avant qu'on arrive pour aller en France et ils ont refermé dès qu'on est revenu ici. Donc, oui, il y a du soutien pour développer notre don. Il est là, mais seulement il faut être... C'est là que la nature est super importante parce qu'on arrive dans l'esprit tranquille dans la nature. Et dans l'esprit tranquille, il y a les choses qui émergent, qui sont beaucoup plus claires. Il y a une communication qui se passe. Et à chaque fois qu'on entre en relation avec un aspect de la nature, il y a une communication qui s'établit. Et donc, c'est pour ça que c'est important de raconter notre histoire, parce qu'à travers le partage de cette histoire, on peut commencer à comprendre c'est quoi l'essence de notre expérience, à quoi ça sert. Exactement. Ouais. Et puis on trouve cet alignement, en fait, et, et, et cette joie sereine qui s'installe et tout devient fluide. Il n'y a plus de combat, en fait. Il n'y a plus du contre, c'est juste avec. Et ça, c'est la beauté. Oui, et il y a une capacité de travail qui est énorme. Ma femme et moi, on travaille énormément. Les jeunes ici, ils se demandent, mais d'où ça vient cette énergie? Mais ça ne vient pas de nous, ça vient de qu'on est soutenu dans ce travail et que l'énergie passe à travers nous, quoi. On est juste là pour manifester quelque chose. L'énergie, elle vient du monde spirituel. C'est ça. C'est la vie qui s'incarne en toi, en vous.
Ben, c'est ça, et on a tous une fonction à remplir dans ce processus de guérison. Ouais. C'est intéressant d'ailleurs, en anglais, ça ne fonctionne pas vraiment en français, ou peut-être, mais je n'ai pas recherché, mais la racine du mot, euh, comment on dit, health, c'est la santé. Ça vient du même mot que holy, qui veut dire sacré, donc connecté, c'est ça que ça veut dire en fait, connecté, et all, qui veut dire entier. C'est-à-dire que le processus de guérison dépend d'établir ces cordes de connexion avec tous les aspects de la nature, avec tous les humains avec qui et à travers ces relations, on devient whole, entier. Les Lakota, ils disent Mitakuye Oyasin, ça veut dire je suis qui je suis à cause de mes relations. C'est mes relations qui me définissent. Si je prends soin de mes relations, je prends soin de moi. Donc, ça, c'est ça la santé. Et l'inverse aussi, si je prends soin de moi, forcément, je vais prendre soin de mes relations. Ben voilà, c'est parce que c'est le cycle qui se passe. C'est ça. Et la maladie, elle est née de la séparation, de se séparer. Et moi, j'ai vécu ça fort, hein, parce que j'ai failli mourir à l'âge de 23 ans, de 5 fois, à cause d'une maladie auto-immunitaire, où j'ai arrêté de produire de la cortisone. Ok. Donc moi, c'est l'expérience de la blessure, justement, qui m'a amené tellement loin dans la séparation, dans la dépression et dans la colère contre le monde, que je suis arrivé à complètement supprimer la production de cortisone dans mon corps, ce qui a failli me tuer, parce que tu ne peux pas vivre sans cortisone. Et c'est cette expérience qui m'a vraiment... J'avais le choix. C'est soit j'allais vers le plus de séparation, j'avais rien accompli, quoi. J'allais mourir et rien ne s'était passé. Et alors que c'était plus une idée derrière que ça allait m'aider de mourir. Et je me suis rendu compte que personne s'en fout, je vais mourir, il n'y a rien qui se passe. Et donc, j'ai été obligé de prendre le second choix, qui est de vraiment m'engager pour la vie et de devenir vraiment responsable de ma vie. Parce que moi, je dis, l'école qu'on a, c'est une école où on apprend la responsabilité, en fait. C'est exactement ça. Apprendre notre responsabilité d'être qui on est, parce que y a que ça qui compte finalement. Sinon, on est des robots. Et on a tellement mieux à faire. Ben ouais. Je veux dire, c'est bizarre de choisir le reste en fait. Non, on a une place, on a un rôle, on a voilà, notre place à nous, notre mission, si on peut l'appeler comme ça. Et incarnons-la, quoi. Ben ouais. Et je connais les deux. Mais je connais les deux, la place de déconnexion et la place de connexion. Et je comprends pourquoi on ne choisit pas la connexion. Parce qu'on ne choisit pas la connexion parce que justement, on va être connecté avec nos sensibilités, notre vulnérabilité. Et ça demande de faire le deuil. Alors ça, je te rejoins. Ça, c'est vrai que c'est important. Moi, j'accompagne beaucoup des femmes sur 9 lunes, donc des cycles de renaissance. Et il y a vraiment cette phase de mourir à quelque chose. Et c'est pas toujours agréable de mourir à quelque chose, effectivement. Mais c'est de cette ombre intérieure que renaît la lumière, que renaît le phénix, comme on dit. Ouais. Dans le programme d'immersion qu'on a ici, où les adultes passent 3 jours par semaine à vivre des expériences qu'ils auraient dû vivre quand ils étaient enfants, ils commencent à vraiment connecter. Et là, à un moment, le deuil remonte à la surface. Et là, c'est là où l'importance de la communauté et de la culture est super importante pour soutenir ça dans un contenant qui est vraiment sécuritaire et chaleureux et bienveillant et non jugemental. C'est super important. Et donc, ils passent à travers ça et ils arrivent à trouver leur don, quoi. C'est ça. Et c'est merveilleux. Là, il n'y a pas de court-circuit, quoi. C'est pas possible. Et c'est plus possible non plus une fois qu'il y a cette conscience éveillée de faire marche arrière. C'est pas possible. C'est un appel qui est trop, trop fort, qui est un appel instinctif qui est énorme, mais dès qu'on commence c'est l'appel de la vie. Oui, c'est sûr. Ouais.
Parce qu'en fait, c'est la terre qui nous rappelle, qui nous dit, hé, soyez qui vous êtes pour que je puisse être en vie, quoi. Parce que là, en ce moment, Exactement. à cause du fait qu'on a perdu cette conscience culturelle envers le don, on est en train de tout détruire. Et on va tout détruire. Pour moi, le travail qu'on fait est vraiment l'essence. Il faut que les gens reviennent en connexion avec eux-mêmes, avec l'aide de la nature, pour que justement on arrête le processus. Et j'ai complètement confiance qu'on peut arrêter le processus, mais en ce moment, on est dans un processus qui va vers l'extinction complète. Je te rejoins complètement. On est nombreux à faire nos métiers pour cette raison. Oui, la Terre nous rappelle, et ça devient de plus en plus. D'ailleurs, nous, on suit les principes des Haudenosaunee, et ils sont connus comme les Iroquois en France, la Confédération des Haudenosaunee. Et ils ont des principes de paix qu'on suit, qui sont super importantes. Et justement, il y avait des prophéties parmi eux et qui disaient que le peacemaker, qui a apporté la paix parmi la Confédération, il y a 1000 ans en arrière, allait revenir, mais sous 1000 formes, 1000 visages. C'est-à-dire que, et donc, ils considèrent que ce qui se passe en ce moment, tous les mouvements qui se passent à travers le monde, qui vont vers la vitalité, vers la vie, ce sont les 1000 visages du peacemaker qui revient sur Terre pour corriger les choses, quoi. Donc, Waouh! On l'espoir. en fait partie, on en fait partie et soyons encore plus nombreux. Rayonnons tout ça. Rayonnons l'essence de la vraie vie. Ben oui. Ben ouais. Là où c'est la peur, au choix. Oui, mais peur de quoi? Peur d'être soi? Bon, allons-y. On est ensemble, on est une tribu. Ouais. Moi, les femmes que j'accompagne, on est dans la tribu Orenda. On est plusieurs, tu vois. Et dans cette tribu, ben, on s'accompagne les unes les autres. Et voilà, on y va. On y va. Ouais, et les femmes ont un rôle essentiel parce que dans toutes les cultures indigènes, ils considèrent toujours les femmes comme naturellement connectées. Et les hommes, c'est comme une nouvelle invention, en fait. Le masculin, dans la nature, et qu'ils ont besoin de certaines cérémonies, rites de passage pour pouvoir rester en connexion. Sinon, il y a un risque de perdre cette connexion. Les femmes sont naturellement en connexion et en cérémonie à travers justement le cycle qu'elles vivent. C'est ça. Mutuellement, ouais. Il y a une épuration qui se fait. C'est pour ça que dans beaucoup de cultures des grandes plaines d'Amérique du Nord, ils ont créé l'INIPI, la hutte de sudation, qui était fait pour que les hommes puissent faire l'expérience de se purifier et de renaître, de se régénérer. Oui, je vous invite vraiment à expérimenter cette pratique. On la propose aussi lors d'accompagnement en retraite Orenda. Et Ouais. c'est vraiment essentiel. Ouais. Il se passe vraiment des choses merveilleuses dans ces transformations, dans ces transmutations et rentrer dans ce corps, ce cœur de la terre-mère pour ressortir sous le ciel Père. Et, oui, ben c'est toujours le même principe dans les rites de passage et dans les cérémonies. Et c'est important pour l'enfant, quand il passe de l'enfant à l'adolescence. Parce que pendant l'enfance, on se construit un sens de soi qui est lié à toutes ces cordes de connexion qui sont établies pendant l'enfance. Et donc, on commence à avoir un sens de notre importance, dans un sens, qui est dangereuse. Et donc, les cultures qui vivent dans la nature sauvage savent l'importance du rite de passage pour casser cette bulle, pour faire prendre l'expérience qu'il y a beaucoup plus que ce qu'ils ont déjà acquis. Que le développement puisse continuer, en fait. Et en fait, nous, on est arrêtés dans nos sociétés à cette période parce qu'on n'a pas ces rites de passage, on n'a pas cette compréhension. Et donc, tout le système économique est basé sur le fait que les gens ne sont pas initiés à
à la vie dans son complet. Et donc, c'est la recherche de qu'est-ce que je peux faire pour moi devenir plus important. Mais ce n'est pas la bonne voie. On devient important à travers le service qu'on donne au monde, Exactement, pas à travers exactement. ce qu'on amasse. Et à travers l'expérience de ces rituels qui nous font grandir et qui nous font rencontrer et toucher le grand mystère. C'est ça, ouais. Ouais. Wow. Il faut que ça reste un mystère d'ailleurs. Oui, c'est ça. On est bien d'accord. Waouh. Avant que je te pose la dernière question, Jean-Claude, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de nous partager, nous livrer? Ouais, mais il y a quelques pratiques que j'aimerais que vous puissiez pratiquer. C'est la pratique essentielle pour nous, on appelle ça la place médecine, ça a été traduit en français. Nous, on appelle ça le sweet spot, tout simplement. C'est d'aller trouver un endroit de la nature proche de chez vous et de vous y asseoir jour après jour, à différentes heures de la journée, mais de faire une pratique quotidienne et de juste être là, juste être. Et juste être dans tous les sens, vraiment être présent, pas penser aux factures, mais être présent à ce qui se passe. Et juste observer les schémas de la nature à cet endroit-là et de les voir bouger à travers le temps. Et de raconter l'histoire. Super important. Ça ne suffit pas d'avoir l'expérience, il faut raconter l'histoire à quelqu'un qui peut entendre et qui peut comprendre l'expérience. Donc, mettez-vous par paire et puis pratiquez et racontez-vous les histoires mutuellement. Et ça va transformer votre vie. On a plus de routine à pratiquer là-dedans, mais ça, c'est l'essence. Et une autre chose, c'est puisque vous êtes en France, connectez avec Troisième Option, qui organise les stages pour que nous, on puisse venir enseigner en France. Il y en a un qui va se passer d'ailleurs en août. On arrive en France le 26 juillet. Et puis, il y a un cours aussi pour justement apprendre à devenir un mentor qu'on fait pendant toute l'année en ligne. On a le premier stage d'abord d'introduction qui est d'une semaine. Après, on a tout le cours qui est assez intensif, qui demande beaucoup d'engagement personnel. Et puis, on finit avec un stage qu'on va faire quand on arrive en France avec ce groupe qu'on a formé pendant l'année. Et ça, ce cours, il est sur 3 ans. Première année, c'est le développement personnel. Deuxième année, c'est comment apprendre à mentorer les autres. Et troisième année, c'est comprendre le contenant culturel et agir dans le contenant culturel pour faciliter le cheminement des autres. Et c'est le même schéma qu'on utilise ici, mais nous, on l'utilise en personne ici. Donc, Waouh. ouais, nous, on espère que ces projets d'école qui sont en train de se créer en France, et que ça va vraiment s'étendre, et ça va surtout dans les conditions où le gouvernement a décidé de supprimer l'école à la maison. Il est important que les gens se réunissent et proposent autre chose, quoi. Oui, oui, oui. Alors, je te rassure, Jean-Claude, on est nombreux à mettre en place autre chose. On va continuer. Et moi, j'ai beaucoup d'amis qui participent ou qui font partie de vos formations. Moi-même, j'ai failli le faire il y a quelques années. Donc, on fait partie de la Mais même il famille. faut le faire parce que c'est une expérience d'être dans un contenant culturel qui est super puissant comme ça. Ça réveille les choses dans les gens. Et on ne Ah sort pas de ouais. là, comment dire, sans être remué à l'intérieur. Ah oui, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Et moi j'ai cheminé sur d'autres chemins ces dernières années, mais c'est pareil, hein, expérimenter la nature encore une fois. Moi j'ai fait des rituels de danse pendant 72 heures non-stop, tu vois, où on dormait que 3 heures par nuit. Donc voilà, en jeûnant, voilà, ça venait quand même remuer pas mal de choses. Donc de mon côté j'ai cheminé, mais je vous suis. Et je suis vraiment très, très honorée que tu m'aies dit oui à ce sommet, à cette participation du sommet médecine Orenda. Et un grand, grand merci. Et ma dernière question, ça va? Ouais.
Allons-y. Alors, quel est ton rêve pour toi et pour le monde? Bah, disons que la vision que je porte, c'est de complètement transformer ce qu'on comprend de ce qu'est l'éducation, euh, qui en fait nous emmène dans une voie de destruction, la façon dont on comprend l'éducation, et qui est plein de projets qui se créent pour que il y a un nombre suffisamment d'enfants qui soient élevés dans ce modèle et qui soient vraiment vivants pour qu'il y ait une chance, quoi. Donc, pour moi, c'est ça la vision, c'est de travailler avec le maximum d'adultes pour les amener à soutenir le maximum d'enfants pour avoir cette capacité de changer la marée, quoi. Ouais, Et donc, les conséquences de ça, c'est de régénérer les milieux naturels. Ça va être la conséquence de ça. Parce que quand on aime la nature, on prend soin de la nature. Ça fait partie de notre modèle. Et si on n'a pas la connexion à la nature, on ne prend pas soin, même quand on a les meilleures intentions. Et ça, j'ai observé ça beaucoup. J'ai observé ça beaucoup dans le milieu permaculture. Des gens qui ne sont pas connectés à la nature, ils partent avec des bonnes intentions et ils font des choses qui sont absolument pas en harmonie avec la nature. Donc ça, pour moi, c'est l'essence. C'est vraiment, c'est pas dans le faire, c'est de faciliter l'émergence de l'être, de qui chacun de nous, qui on est, que chacun soit dans son don, quoi. Et pour ça, on a besoin de la nature sauvage pour nous aider à faire ça, à trouver ce don. Donc, ouais. waouh! Retrouver notre don, notre essence naturelle, vraiment pour s'incarner pleinement et rayonner à travers soi et à travers les autres, pour ensemble pouvoir justement vivre tout simplement et avoir le droit de vivre les libertés essentielles de ce qui fait le vivant en fait. Et ça, enfin, moi je pense qu'on est nombreux de plus en plus. Et je pense que moi, je suis honorée, tu fais partie de la tribu Orenda, tu fais partie des experts de la tribu Orenda. Et auditeurs, auditrices, si vous avez des questions, n'importe quoi pour Jean-Claude, vous pouvez m'envoyer, je lui renvoie ou lui écrire directement. Ouais, Voilà. ouais, c'est Ouais, sûr. ouais, ouais. C'est essentiel et on est là aussi parce que on est là pour vous, auditeurs, auditrices, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'êtes pas tout seul et qu'ensemble, on peut faire des choses. Mais c'est ça, ouais. Ouais. C'est que, en fait, on parlait de ce qu'on appelle le mur du deuil. Toute notre société est faite pour nous empêcher d'aller là. Toutes nos addictions sont là pour nous empêcher d'aller dans le mur du deuil. Et on ne peut pas, on a le conindrome dans lequel on est, c'est qu'on ne peut pas aller dans le deuil parce qu'on n'a pas de communauté. Et on n'a pas de communauté parce qu'on ne va pas à travers le deuil. Et donc, il faut faire quelque chose là pour casser ce schéma. Et donc, Exactement. c'est pour ça que la connexion à la nature est essentielle pour se sentir j'appartiens à quelque chose qui est solide, sur lequel on peut compter. Et si on peut créer un groupe communautaire de gens qui sont aussi connectés à la nature, ça va être super solide pour pouvoir faire cette transformation qu'on a besoin de faire, quoi. Waouh! J'ai envie de dire Omitakuye Yassine. Ouais. Mitakuye Yacine. Waouh, merci profondément Jean-Claude. Waouh, c'est vraiment un honneur de t'avoir accueilli ce soir et de t'avoir partagé avec les auditeurs et auditrices cet instant magique. On va se retrouver pour d'autres interviews, d'autres rencontres. Mais en tout cas, waouh, je suis pleine d'énergie, Jean-Claude. Merci à toi, Cécile, pour monter ça, pour essayer de faire bouger les choses. Ouais. Comme le colibri, chacun fait sa part et ensemble, voilà, tout émerge. Ben oui. Alors, merci beaucoup à tout le monde et à bientôt. À bientôt. Merci.